Isabelle Recchioni et nous sommes porte-parole du mouvement de coalition populaire Le Dernier Rempart. Et aujourd'hui, nous avons assigné en justice l'ex-préfet de police Didier Lallemand pour atteinte à la liberté individuelle et discrimination opérée envers les manifestants. Vous pouvez me rappeler les faits, c'est quoi ça? Alors, on avait organisé une grosse manifestation, un gros rassemblement le 11 septembre 2021 à Paris qui avait réuni des dizaines de milliers de personnes. Et ce jour, c'était à l'époque du pass sanitaire, donc en 2021, pour demander donc l'abolition des mesures liberticides et l'égalité et la dignité en droit entre tous. Et ce jour-là, des manifestants se sont vus prendre des amendes dans toute la capitale de 135 € et les organisateurs de la manifestation, pour la plupart, pas tous, ont été placés en garde à vue avant même le début de l'événement. Suite à ça, on a fait sauter 7 000 € d'amende et on est aujourd'hui en plaidoirie donc face à Didier Lallemand pour cette entrave à la liberté de manifester. Qu'est-ce que vous reprochez à M. Lallemand? D'avoir diligenté une action, d'avoir donné des ordres aux forces de police, de mettre des amendes de 135 € aux manifestants ou ceux qui étaient identifiés comme manifestants juste à travers leur tenue vestimentaire ou parce qu'ils étaient identifiés comme potentiels manifestants, d'avoir diligenté une action pour mettre ces 135 € et d'avoir placé de manière arbitraire, sans délit constaté par les forces de l'ordre, les organisateurs de la manifestation en garde à vue. Quelle est la suite de l'événement? Qu'est-ce qu'il en faut? Là, la plaidoirie était, il y a eu un bras de fer quand même assez costaud entre la défense et nous. Je pense qu'on a plutôt bien plaidé de notre côté. Je pense qu'on a été assez précis avec des éléments matériels, contrairement à ce que la partie adverse nous reproche. Et le délibéré donc définitif sera le 20 mars 2024, donc c'est plutôt bientôt quand même. Le délibéré, cette action ira beaucoup plus loin. On attend ce délibéré en question, mais quoi qu'il en coûte, ce ne sera pas la fin du Dernier Rempart, ni des actions qu'on mène au quotidien toute l'année, pas que face à Didier Lallemand d'ailleurs, ça sera plutôt un propulseur pour nous relancer et faire plus d'actions juridiques et plus de rassemblements encore sur la capitale et en province. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il risque exactement s'il était reconnu qu'il a bien émis une entrave? Est-ce que vous savez quelles sont les sanctions qu'il peut recevoir? 35 000 € de dommages et intérêts d'amende, plus 1 000 € pour toutes les parties civiles constituées. Si vous voulez l'interview de l'avocat, il doit partir en urgence, là, si vous voulez qu'il parle rapidement. Je pense que là, on vous a donné tous les éléments en notre possession, mais si vous voulez les faits les plus précis qui soient, je pense que c'est mieux effectivement de donner la parole à notre avocat qui a fait une très belle plaidoirie d'ailleurs et je le remercie vivement. Il n'y a pas le micro en général. Mais... Bonjour maître. Alors, quelle était votre plaidoirie? Qu'est-ce que vous avez demandé effectivement au tribunal pour la condamnation de M. Lallemand? Alors, ce que j'ai simplement demandé au tribunal ce jour, c'était déjà que la voix des parties civiles que je représentais soit entendue. Et deuxièmement aussi, il fallait reconnaître qu'un certain nombre de choses n'ont pas été correctement fait par la préfecture de police dans le cadre de cette manifestation. On a eu plusieurs personnes qui ont été placées à tort, voire illégalement en garde à vue. Et la manifestation n'a pas pu se dérouler dans les conditions qui étaient déterminées dès le départ. Et donc nous étions là aujourd'hui d'abord pour faire entendre notre voix et aussi obtenir la condamnation de la préfecture de police, notamment M. le préfet Didier Lallemand, qui était préfet à l'époque des faits. Quels sont les préjudices de la partie civile? Alors, nous avons chiffré les préjudices des parties civiles à 35 000 € au total et demandé aussi à ce que les frais de procédure soient pris en charge par la préfecture de police de Paris. Et les préjudices que pourra encourir M. Lallemand comme condamnation? Alors, c'est ce que je viens d'évoquer précédemment, déjà payer les frais de procédure qui ont été exposés par les différentes parties civiles. Et deuxièmement, à ce que le préjudice moral et surtout le préjudice de souffrance qui a été celui des différentes parties civiles que je représentais soit reconnu et soit réparé intégralement. Est-ce que ce serait la première fois qu'un préfet ou une préfecture de police est condamné ou est-ce que vous avez des cas historiquement qui ont Alors, déjà été... je ne peux pas vous dire si c'est la première fois ou la seconde fois. C'est la première fois que j'ai un dossier de cette nature-là. Mais il n'est pas exclu qu'il y ait eu d'autres autorités, que ce soit des préfets ou en tout cas des détenteurs de la prérogative des puissances publiques, aient fait l'objet de condamnation dans d'autres affaires. Donc oui, en France, on a un état de droit. Lorsque l'infraction est suffisamment caractérisée,
que l'on soit le président de la République ou que l'on soit un préfet, lorsqu'on commet une infraction dans le cadre de ces fonctions, on peut effectivement être renvoyé devant un tribunal correctionnel ou une cour d'assises et être jugé et condamné. D'accord. Il y a d'autres juridictions qui peuvent intervenir sur ce fait-là ou on est dans la seule juridiction possible? Non. Alors, il faut savoir qu'il y a une répartition, en tout cas une organisation interne du tribunal où on a plusieurs chambres et qu'en fonction de la nature de l'infraction, certaines chambres sont compétentes, mais globalement, on a un tribunal correctionnel ou une cour d'assises qui est compétente pour trancher les litiges concernant les violations du droit pénal. D'accord. Est-ce qu'il peut y avoir un appel en cas de... Oui, bien sûr. Ça, délibéré. c'est une possibilité qui est offerte par le Code de procédure pénale. C'est-à-dire que si les parties ne sont pas satisfaites de la décision qui est rendue, elles ont tout à fait le droit d'interjeter appel. D'accord. Et vous, par rapport à votre sensibilité, est-ce que vous avez quand même l'impression d'avoir pu convaincre avec votre plaidoirie ou est-ce que c'est difficile? Alors, avoir le sentiment d'avoir convaincu le tribunal, oui, j'ai ce sentiment-là, mais maintenant il existe ce qu'on appelle l'aléa judiciaire. Puisque nous ne sommes pas dans le cadre du délibéré, les juges vont se retirer et regarder tout ce qui a pu être développé dans le cadre de cette audience, examiner les pièces que nous leur avons communiquées et pourront prendre une décision en leur âme et conscience. D'accord. Merci beaucoup. Merci, maître. Le 11 septembre, en fait, quand je suis arrivé sur place, je sortais du métro. En fait, je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait eu un décret ou quoi que ce soit. Et en fait, il y a des policiers, ils étaient 5, ils m'ont alpagué, ils m'ont dit voilà, tu vas où? Donc honnêtement, j'ai dit je vais en manifestation déclarée. Et ils m'ont dit ils sont regardés, ils ont rigolé, ils ont dit c'est 135 €. Du coup, je ne l'ai pas bien pris quand même. Et alors, j'ai aucune preuve à part une photo. J'ai pris quand même la photo du Rio du policier ce jour-là, mais qu'il a mis le doigt sur les deux derniers chiffres en fait. Et comme j'ai pris sa photo, mais pas son visage, uniquement le Rio, il m'a menacé physiquement en fait, parce que là, ce que je viens d'entendre dans le tribunal, c'est juste pas possible. Quand vous avez un policier national qui vous menace physiquement, c'est grave. Donc j'ai continué ma route, j'ai eu mes 135 € d'amende. 200 mètres plus loin, des policiers m'arrêtent encore et rebelote, ils voulaient encore me mettre 135 €, donc c'était la fête ce jour-là. Et ils ne m'ont pas mis parce que j'en avais déjà eu, mais je sais qu'il y a des gens, ils en ont eu plusieurs ce jour-là et c'est pas normal parce que moi j'ai rien fait de mal. J'étais seul, il m'a dit vous êtes en manifestation interdite. J'étais seul, je sortais du métro, pas grave. Donc seul. Vous avez vécu ça comme une violence? Oui, comme une violence. Ouais, parce que je sentais qu'ils rigolaient quand même et qu'ils voulaient nous intimider. Mais le problème, c'est que voilà, moi j'ai 60 ans, j'en ai vu d'autres. À une époque, je roulais sans casque avec ma mobilette. C'est pas un policier avec 135 € qui vont me faire reculer en fait par rapport à mon combat. En fait. D'après vous, votre sentiment par rapport à votre avis, pourquoi on vous a brimé? C'est des brimades qu'on vous a brimé? On m'a brimé parce que je pense que nous, les gilets jaunes, on devait déranger quelque part. Et même si ce jour-là, j'avais pas un gilet jaune, je ne sais pas comment, mais ça devait se sentir. Et en fait, je pense que les gilets jaunes, on a toujours dérangé. Et même si on était 5 autour d'une place, ils auraient envoyé des policiers. La preuve, au tribunal, quand on est arrivé, il y avait 2 personnes qui avaient 2 gilets jaunes. Oui, on a vu il y a eu 20 policiers qui sont arrivés armés cheveux. Moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont vraiment... Par contre, moi, j'ai jamais rien cassé, pas une vitrine, rien du tout, à part les oreilles des gens dans la rue. Mais pour mes revendications, sauf que là, je comprends pas pourquoi j'ai eu 100%. Est-ce que vous vous sentez encore aujourd'hui persécuté? Ah oui, carrément. Carrément, puis moi j'ai aucune confiance dans la justice là, quand j'entends des choses comme quoi, oui, les manifestants, ça pouvait être violent et tout ça. Non, tous les manifestants ne sont pas violents. C'est quoi ces bêtises? Enfin voilà. En fait, on se connaît tous un peu. On a vu qu'il y a eu des violences, bien sûr, mais c'est pas la majorité des gens. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Est-ce que tu ressens cette phrase
On n'est pas dans le même camp. Oui, alors là, tout à l'heure, je voulais dire à la défense que cette histoire, on n'est pas dans le même camp. Cette femme, je la connais parce qu'elle est, je crois qu'elle est du côté du monde, en Seine-et-Marne. Moi, je suis en Seine-et-Marne aussi. Et un jour, je l'ai rencontrée dans un rond-point. Et on n'est pas dans le même camp. C'est l'allemand qui dit ça, place d'Italie. Je m'en souviens très bien. Et quand ils disent oui, il n'y a pas de camp, tout ça, non, il y a vraiment, apparemment, il y a des gens qui disent qu'il y a 2 camps. Enfin, moi, je ne vois pas ça comme ça, mais bon, apparemment, voilà. Merci. C'est juste pour dire qu'avec quelques camarades, nous sommes des Gilets jaunes de Belgique, on est venus en solidarité. Nous avons aussi subi la répression. Moi, j'étais 2 fois au cachot, à Bruxelles et à Liège. À Liège, il y a un camarade actuellement qui est en procès avec la ville de Liège. Il a eu un procès contre lui, de la part de la police contre lui. Là, il a eu le minimum. Et maintenant, il y a un procès où lui attaque la police pour coups et blessures. Et ce procès est en cours. Il ne veut pas de publicité pour son procès, mais sachez que voilà, les Gilets jaunes ont été réprimés aussi en Belgique. Et sûrement ailleurs aussi, évidemment. Est-ce que vous vous sentez persécuté comme les Gilets jaunes en France? Comme je vous ai dit, moi j'ai été personnellement 2 fois au cachot, donc plutôt il y a quelques années, mais effectivement, bien sûr, oui. Excuse-moi, est-ce qu'il y avait des éborgnés là-bas en Belgique, comme en France? Parce qu'ici, il faut rappeler qu'il y avait 35 éborgnés. Alors, il n'y a pas eu à ce niveau-là de blessures systématiques comme en France, mais par exemple, on a eu un mort. Donc, un camarade qui a été fauché par un camion dans un blocage. Oui, parce qu'en Belgique, vous n'avez pas les LBD. Ils n'utilisent pas les LBD. Voilà, on n'a pas de LBD. Donc ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils nassent avant. Ils empêchent les gens d'aller sur place. Donc oui, c'est moins violent, mais au niveau physique, mais au niveau moral, évidemment, on empêche les gens de manifester. Et il y a aussi beaucoup de violence aussi. Il y a comme justement ce monsieur qui est en procès. Ça c'est culturel, parce qu'en Belgique, vous avez aussi la police montée qui charge les manifestants. Oui, d'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence en Belgique. Hein. Je dis que globalement, la stratégie de la police est un peu plus différente. Ouais. Il y a des Français qui ont été en garde à vue en Belgique et ils ont dit qu'il y avait un meilleur traitement quand même quand tu es en garde à vue, tout ça, il y a des bouteilles d'eau. Oui, c'est sympa, une petite tartine, plateau, je crois, une galette. J'ai été gardé, c'est pas comme en France, c'est un traitement meilleur quand même en Belgique, il paraît en garde à vue. Le jour des élections précédentes... Ah, moi je vais plus souvent possible, c'est bon, on est vraiment bien, c'est sympa. En cellule en Belgique? C'est une blague, attends. C'est grand. Le jour des élections précédentes, donc on va bientôt fêter les 5 ans. On nous a gardés nassés pendant 5 heures dehors sous le soleil et les policiers mangeaient des gaufres et des coca devant nous. Voilà, c'est le traitement tout à fait plaisant, n'est-ce pas? Ah ouais, ils font de la torture psychologique même. C'est comme de la torture psychologique. Parce que genre t'es dans une cellule et t'es sec, t'es rien du tout, et ils sont en face de toi. Ouais, merci pour le témoignage. Merci. Allez, notre ami. Présente-toi. Gilets jaunes belges, voilà. Donc en fait, on est nombreux ici et chacun a son avis, donc je le donne, mais ça vaut que ce que moi je pense. Voilà, c'est comme ça chez les Gilets jaunes. Moi je suis pas devenu Gilet jaune il y a 5 ans pour quémander 2000 € à Didier Lallemand. Donc je suis ici vraiment en solidarité avec mes copains, mes camarades et les humains qui sont bienveillants et qui luttent pour un monde bon. Alors au départ, on est sorti de manière très spontanée il y a 5 ans pour le prix du gasoil ou de l'essence. C'est une sortie comme ça spontanée, mais très vite, très vite, les Gilets jaunes, c'était pas juste des gens qui quémandaient une baisse du prix de je sais pas quoi, du des miettes, quoi. Voilà. Donc très vite, on a demandé le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Et très vite, on a compris que le référendum, on l'enculait. En fait, on n'a rien à foutre d'un référendum. Notre but n'est pas de demander au pouvoir de bien vouloir tenir compte de nos doléances. Notre but, c'est la démocratie. Et donc, très vite, le référendum d'initiative citoyenne, on l'a laissé tomber aussi. Nous, ce qu'on veut, c'est la démocratie directe. C'est-à-dire un changement structurel. Et donc, moi, je
suis très très mal à l'aise d'être dans cet endroit-ci qui s'appelle erronément la justice. La justice, c'est un concept philosophique magnifique. Ceci, c'est un lieu de règlement des conflits à l'usage des puissants, et c'est un lieu qui sert en fait à brimer les pauvres et les militants. Et donc ça mérite un autre nom que la justice. Et nous sommes tous là à nous taire et à écouter des billevesées dégueulasses qui vont finir par faire en sorte que les gens en fait sortent d'ici après 2 mois, 2 ans ou 20 ans complètement non écoutés. Donc ceci est un lieu qui en fait soporise, chloroforme la justice sociale et pas l'inverse. Donc on vient quémander ici avec grand espoir, espérons qu'on touche quelque chose, c'est l'inverse. Ceci fait partie du système. Et nous les Gilets jaunes, nous étions, pardon pour le gros mot, en réalité révolutionnaires. Nous voulions un changement structurel de système vers plus de démocratie. C'est très important à dire, ce n'est pas un petit mouvement réformiste, c'est le peuple qui veut la démocratie, c'est le peuple qui veut la bienveillance, c'est le peuple qui veut l'humanisme, c'est le peuple qui veut la bonté, pour les enfants, pour les vieux, pour tout le monde en fait. Et ici on est exactement dans l'inverse. Vous avez vu, on est de nouveau dans des trucs qu'on connaît depuis Daumier. Ça j'ai l'impression de sortir du 19e siècle là, dans cette audience-là. Et le peuple, qu'est-ce qu'on fait? On doit fermer notre gueule. Tu vois, dès qu'il y a voilà, ça va pas du tout ça. Ça va pas. Moi je suis pas gilet jaune, parce que les gilets jaunes existent, tu as tout à fait raison. Voilà, pas autant pour moi, mais voilà. Allez, si quelqu'un veut rajouter un truc, quoi. Barbe jaune est souvent à Paris avec nos amis les Belges. Merci Barbe jaune. Comme lors de la manifestation du mois de juin. Exactement. On va attendre. Donc c'est 20 mars. De délibérer le 20 mars. C'est un gilet jaune. On va super vite. Madame, le gilet s'il vous plaît. Première audience, si ça ne passe pas, on vous dit de facto on fera appel. Et là, la chance que nous avons, sur la procédure initiale, j'étais seul. Là, il y en a 9 autres qui se sont rajoutés. Donc maintenant, ça va être à nous, si ça ne passe pas, être en bonne intelligence, se mettre autour d'une table et vraiment définir notre axe d'action, ou du moins notre axe de plaidoirie. Car là, ils nous ont donné énormément de pistes à vraiment approfondir. Exemple, le fait de donner vraiment les éléments nécessaires pour démontrer l'entrave. Car l'entrave, on l'a eu. Mais peut-être, on ne l'a pas assez bien démontré. Si ça passe caduc à cause de ce fait, eh ben, on fera appel, on démontrera par A plus B qu'il y a eu entrave. Plus on sera unis, plus on sera ensemble, plus on sera organisé à des fins financières pour pouvoir payer des avocats, des expertises ou autres, plus on sera respecté par ce régime républicain et on pourra créer un régime démocratique. Car là, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que le procureur de la République a été à charge contre le dernier rempart. Qu'est-ce qui m'a frappé? C'est que le dernier rempart a été reconnu au tribunal judiciaire de Paris, par contre. Et ça, ils ont bien compris qu'on était un collectif. Car tout le débat, il a été, est-ce que c'est Adama seul qui a déclaré? Est-ce que Adama il a déclaré avec un collectif? Cassidier surtout, ils ont dit. Voilà, à partir du moment que le collectif, le dernier rempart, s'est constitué partie civile, de facto, c'est une déclaration qui a été faite par le dernier rempart. Quand sur le dernier rempart, s'il n'existait pas, il n'aurait pas pu se constituer partie civile en tant qu'association de fait. Et ça, je l'ai bien répété à la juge. C'est une association de fait et non une association de droit. Car en France, on a toujours cette malheureuse habitude de croire que pour pouvoir être en association, on est obligé de passer devant la préfecture. C'est faux. À partir du moment où on est des êtres humains, à part entière, ensemble et indivisibles, luttant face aux discriminations, face à l'autoritarisme, face à la déchéance que peut avoir aujourd'hui notre pays, tout simplement. On voit très bien, que ce soit dans les villages ou dans les cités. Et bien, à partir du moment où on est conscient en tant que tel, on a le droit d'exister. C'est ça qu'on a gagné aujourd'hui. Par contre, il faudra que nous tous, en bonne intelligence, qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait après-demain? Qu'est-ce qu'on fait dans 10 jours? Qu'est-ce qu'on fait dans 20 jours? Et nous, le dernier rempart, je défie quiconque de dire est-ce qu'on a déjà failli. On est des personnes tierces, venant des 4 coins de la France, œuvrant chacun dans son milieu naturel, et on arrive à se réunir sur des actions telles que a signé le préfet de Paris, Didier Lallemand. Et ce qui est une honte, surtout nous Français, lors de la Seconde Guerre mondiale, toutes les personnes qui ont pu commettre des atrocités
Les responsables qui ont donné des ordres pour commettre ces atrocités, ils ont tous été condamnés à la peine de mort. Là. En France, en 2023, au XXIe siècle, on a une avocate qui est adoubée par la procureure qui peut mettre en avant le fait que les policiers qui ont mis des amendes, c'est de leur responsabilité et non des ordres qu'ils ont reçus. Demain, ça aurait été... ça, c'est une folie, hein. Je sais pas. Elle a dit, en gros, elle voulait dire, c'est pas DJ Lallemand qui devrait être ici, mais les policiers qui ont mis des amendes. Tous les policiers qui ont mis des amendes, tous les numéros qu'on a, ben, c'est eux qu'on aurait dû assigner. Voilà. C'est incroyable. Voilà. Surtout, c'est incroyable. Mais surtout, moi, à titre personnel, ce qui m'a choqué, c'est qu'un policier qui marchait chacun son camp, lorsqu'il est dans la mouise, il se décharge, il pointe du doigt ses sergents, ses officiers. C'est pas sa faute, quoi. C'est subalterne. Par contre, c'est lui qui a donné l'interdiction. Hein. Bien sûr. Parce que qui a interdit la manif. On essaie d'apprendre aux responsables d'assumer toutes les responsabilités. On apprend normalement à ce genre de personnes de pouvoir protéger les policiers qui sont sur le terrain. Normalement, c'est ça. Bah là, du coup, ils n'étaient pas protégés par DJ Lallemand. C'est très grave ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais la satisfaction, c'est qu'on était tous ensemble, réunis, gilets jaunes venant des 4 coins de la France, 2 cités, 2 quartiers, et de villages et de provinces. Et de Belgique. Et même de Belgique. Et ça, c'est la grosse victoire qu'on a eue aujourd'hui. J'ai vu des personnes de près comme de loin, des personnes qui ont pu même parfois même me pointer du doigt, ça arrive. Hein. T'es énervé contre Adama, Adama elle est méchante. Et moi je suis énervé contre Nadia, Nadia elle est méchante. Mais on reste des sœurs. Viens Nadia ma sœur. Viens ma sœur, viens. Tu vois, ça fait plaisir de la voir là. Tu vois, parce que l'arme de nos adversaires, c'est la division. Ouais. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et les Gilets jaunes, ça a été un des plus beaux mouvements, et surtout, c'est un des beaux mouvements qui est toujours existant. Et l'opinion publique, les détracteurs, veulent essayer de l'étouffer. Sans les Gilets jaunes, il n'y aurait jamais eu dernier rempart. Ça, il faut l'entendre à un moment donné. Et sans les Gilets jaunes, j'aurais jamais connu Anthony, j'aurais jamais connu Nadia et nombre de personnes qui sont là ici présentes. Donc il faut vraiment que. Tu n'aurais pas connu la province profonde. Voilà, il faut vraiment que. On est parti de la profonde, on est parti laisser tomber. C'est le mouvement des Gilets jaunes qui nous a fait connaître la Belgique. On est parti jusqu'en Belgique. Je tiens quand même à vous signaler. Non, mais je tiens quand même juste à vous signaler que vous regardez qu'actuellement, quand le camp opposé veut attaquer la Macronie et qui parle de répression, comme par hasard, là tout le monde parle de la répression des Gilets jaunes. Dernièrement, j'ai appris plusieurs fois, quand ils parlent, oui, mais les mouvements sociaux, vous allez les réprimer, comme les Gilets jaunes. Là, ils en parlent des Gilets jaunes. Maintenant. Voilà. On a un exemple. À chaque fois qu'ils veulent donner un exemple de répression, c'est les Gilets jaunes. C'est les Gilets jaunes comme par hasard. Alors que là, on est là, ça n'existe pas la répression. Voilà, mais toujours. Hein. Gilets jaunes, quel est votre métier? Moi, je dirais le combat. Je dis ça au tribunal, vous faites tout ce qu'il y a où. Je dirais notre métier, c'est le combat jusqu'au bout, jusqu'à la gagne. Voilà, un grand partage pour le dernier rempart. Un grand partage pour le dernier rempart, qu'on n'est que au début, croyez-nous. On n'est que au début. Là, Christophe, il a échafaudé plusieurs actions à l'échelle nationale qui vont se mettre en place. Nous, on va vraiment essayer de se spécialiser sur toutes les procédures judiciaires, administratives et autres. Car si on n'a pas ce volet-là, on ne pourra jamais être craint par nos adversaires républicains. Car moi, je ne dirai jamais assez. Français est conscient et fier de l'être, mais jamais républicain. Et les doués d'intelligence savent faire cette distinction entre un républicain et un Français. On n'est pas dans le même monde. Eux ils sont sur Jupiter, et nous on est sur Terre, dans nos quartiers et dans nos provinces. Une personne qui galère dans les villages, car croyez-moi, dans nos villages aujourd'hui, c'est la bérésina. On ne peut plus laisser ça comme ça. C'est ça qui fait monter tous les identitaires dans nos quartiers, dans nos villages. Car aujourd'hui, eux, ils pensent avoir que cette solution pour pouvoir s'en sortir. Alors qu'il y a le dernier rempart, il y a des femmes et des hommes. Aujourd'hui, on est pluriel, déterminé à faire bouger les lignes. Mais si on ne s'organise pas, eh ben on laisse le champ libre à des politicards de bas étage républicains, identitaires, voire paternalistes. On parlait de la gauche paternaliste et la droite identitaire. Mais vraiment, tout le monde dans le même sac. Et nous, on doit être une autre alternative. Un régime démocratique, des humanistes, un et indivisible. On ne reconnaît pas les identités des personnes. Que tu sois bleu, blanc, vert, jaune, rouge. Chinois, chrétien, shintoïste, confusionniste. Ah non, pas les Chinois quand même. Voilà, mais merci, voilà quelqu'un qui connaît les gens, ils pensent qu'il n'y a que les juifs, les chrétiens et les musulmans dans le monde. Que tu sois homosexuel, hétérosexuel, peu importe, c'est pas notre problème. Que tu sois dentiste, médecin, dame de ménage, chômeur, c'est pas notre problème. Nous, tu dois être entouré de justice. Et la justice, c'est un pouvoir ascendant, démocratique, qui donne le pouvoir à tout un chacun de pouvoir régir la vie de son quartier.
la vie de son village. Et tant que nous, on n'a pas compris déjà s'organiser à l'échelle territoriale, on sera que les dindons de la farce à nourrir un système républicain. Car quand on se mobilise avec violence, on sert à qui? Au régime républicain. Lorsqu'on se mobilise sans action administrative voire juridique, on profite à qui? Au régime républicain. Lorsqu'on se pointe du doigt, toi t'es blanc, toi t'es noir, toi t'es musulman, t'es juif, toi t'es ci, et ben on profite à qui? Au régime républicain. On mérite mieux que ça. On a une belle histoire, nous, Français. Et j'inclus même les Belges, car il ne faut pas oublier que les Francs sont partis de la Belgique pour pouvoir conquérir toute la Gaule romaine à l'époque. Ouais, mais que ceux qui sont doués d'intelligence peuvent comprendre mon discours. Et ce qui nous fait vraiment défaut, c'est le manque d'instruction. Oui. Croyez-moi, voilà, quand on sera instruit, à minima, croyez-moi, on pourra comprendre que nos seuls adversaires, c'est le capitalisme. C'est un fardeau, c'est un fléau. Comment des êtres humains aujourd'hui, ils peuvent se lever, se dire qu'attends, j'ai 1 million, il me faut 2 millions. Mais tu vas faire quoi avec le 1 million de plus? Tu vas faire quoi avec le 1 million de plus? On marche sur la tête. Mais moi j'y crois, quand je suis là, avec des femmes et des hommes, devant le tribunal judiciaire de Paris, chez les Républicains, on arrive à les combattre avec leurs propres armes. Déjà, c'est un bon début. J'espère qu'on sera assez organisé pour créer une économie sociale solidaire, créer vraiment un pouvoir populaire avec des personnes, des femmes et des hommes humanistes pour vraiment péter le plafond de verre. Moi j'y crois personnellement. Et j'invite vraiment toute personne qui veut venir nous voir, nous, aujourd'hui, ma personne, on a des locaux, enfin, à Aulnay-sous-Bois. Ceux qui veulent venir, passer le bonjour, qui veut venir, il a des problématiques, il veut venir pour être accompagné, il n'y a que dans le concret qu'on pourra avancer un et indivisible. Arrêtons d'être dans le factuel, dans le fictif, à travers des réseaux sociaux. C'est bien, mais il y a mieux. Et le meilleur, c'est lutter sur le terrain, comme on a pu le faire avec, face du moins, à Didier Lallemand. Beaucoup de personnes ont pointé du doigt le dernier rempart, on vous pardonne. Beaucoup de personnes ont salué le dernier rempart, on vous pardonne. Beaucoup de personnes ont cru que le dernier rempart était mort, jamais de la vie. Et beaucoup de personnes ont oublié que le dernier rempart a réussi à réunir des personnes de quartier, de cité, et des personnes de village et de province. Un mouvement qui dure depuis plus de 3 ans. C'est juste au niveau de la Palestine. Mais quand je mets un drapeau de la France, c'est un problème. Mais c'est une vérité. Moi, avec moi, tu verras. C'est une folie. Parce qu'on a un vrai problème sur la représentation. C'est quoi le français? Le français, il est humain. Humaniste, clairvoyant, prévoyant. Il partage les richesses. Il sait accueillir. Il sait pardonner. Et surtout, il sait faire en sorte que chaque personne peut s'en sortir dans son territoire naturel. C'est pas normal qu'une personne d'un village doit aller dans des grands ensembles pour avoir du travail.